Accède au pouvoir en 1967 à la mort du premier président gabonais, Léon Mba. Albert Bernard Bongo est alors vice-président, c'est lui qui prend les rênes du pays. Mais ce n'est qu'en 1973 qu'il organise une élection présidentielle. Converti à l'islam, il se fait désormais appeler Omar. Seul candidat, il emporte le scrutin avec 99,6% des voix. Commence alors un règne qui ne s'achèvera qu'à sa mort, annoncé le 8 juin 2009. Lors de ses obsèques nationales, une quinzaine de chefs d'État africains rendent hommage au président. Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac sont également présents. Le pouvoir gabonais et le gouvernement français ont toujours entretenu d'étroites relations. 2 mois après la mort d'Omar Bongo, de nouvelles élections portent au pouvoir son fils Ali, qui l'emporte avec 41% des voix, ses concurrents contestant déjà la légalité des résultats. Après un mandat marqué par l'arrivée des investisseurs asiatiques et la diversification de l'économie, Ali Bongo se représente face à Jean Ping, qui veut en finir avec la dynastie Bongo et conteste aujourd'hui la courte victoire du président sortant. Culture Geek, Anthony Morel est à Berlin. Bienvenue dans la maison du futur. Et dans la maison du futur, il y a des écrans absolument partout, même aux endroits où on s'y attend le moins. Alors regardez, je suis tranquillement dans ma bibliothèque, j'appuie sur un bouton et tout à coup, la vitrine se transforme en télé ultra haute définition. Alors je peux même la faire bouger, hein. En fait, vous avez vu, la télé est intégrée à l'intérieur du meuble. Il n'y a plus besoin de s'encombrer à acheter une télé qui va prendre la place dans le salon. Tout est ici. Et vous allez voir que des écrans, il y en a partout ailleurs, y compris dans la cuisine. Allez, suivez-moi. Tenez, regardez par exemple cette cave à vin. Alors elle est très bien garnie, hein, évidemment à consommer avec modération. Mais regardez, il a suffi que j'appuie dessus avec mon doigt pour que tout un tas d'informations s'affichent directement à la surface de la vitre. La température, le taux d'humidité. Si j'appuie, je sélectionne une bouteille, je vais avoir des informations sur le cépage. On va même me proposer un certain nombre de recettes qui pourraient aller avec tel ou tel vin. Et ces recettes, je vais aller les réaliser sous vos yeux ébahis, ou presque, sur ce plan de travail qui se trouve juste derrière moi et qui est lui aussi assez dingue. Alors plan de travail, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf qu'il y a plein de capteurs un petit peu partout. Et donc lorsque je vais prendre cette casserole, je vais la poser n'importe où. Et là, vous voyez, vous avez des plaques à induction qui suivent le mouvement de la casserole et qui vont chauffer précisément l'endroit où je l'ai posée. Et lorsque je pose cette casserole, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à l'écran, ici, vous avez une recette qui va commencer. Vous avez un grand chef qui va me donner un certain nombre de conseils. Voilà, le chef apparaît. Voilà, il a l'air content et c'est plutôt bien parce que moi je sais à peine faire chauffer les nouilles. Il va m'expliquer comment mitonner le plat que j'ai choisi. Et puis une dernière petite innovation, mais assez dingue, dans cette cuisine totalement futuriste, je vais m'installer. Ça se passe ici. Ici vous avez un micro-ondes, c'est-à-dire que je vais poser mon assiette ici, je vais prendre la cloche, je la pose par-dessus. Vous voyez, ça s'illumine et ça se met à chauffer. Et en quelques dizaines de secondes, je vais avoir une côte de bœuf. Bon, cuite au micro-ondes, c'est pas forcément idéal, mais tada, voilà, elle va être à peu près comme ça. Bon, je vais aller déguster ma bonne côte de bœuf au micro-ondes. Et puis je vous retrouve demain, d'un peu plus loin dans les allées du salon. Retrouvez toute l'actualité high-tech sur l'appli 01net. Grand soleil, c'est la météo, Fanny Agostini. Retrouvez la météo avec Best Western Hotels & Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. Août s'est terminé sous le soleil, septembre commence pareil. Affirmatif. C'est vrai que le soleil va rester quelques jours. La chaleur également, alors qu'on aurait plutôt besoin de la pluie, notamment dans le sud-ouest qui souffre de sécheresse. Du soleil pour commencer ce mois de septembre, mais pas exactement partout. C'est vrai que les anticyclones vont se reformer constamment au-dessus de l'Atlantique, mais plutôt sur sa partie sud, en face de la Mauritanie et de l'Espagne, ce qui veut dire que les régions du nord vont voir passer un petit peu de nuages, voire peut-être un petit peu de pluie. Pour ce vendredi, un voile nuageux depuis les Pays de la Loire jusqu'aux Ardennes, et puis l'après-midi, on va voir les premières pluies arriver sur le nord de la Bretagne, pas sur le sud, hein, vraiment sur la pointe et sur la partie nord, et puis le voile va s'épaissir tout en s'avançant depuis le nord de la Gironde jusqu'à la Lorraine, en dessous du soleil, des
températures qui vont repartir à la baisse le matin dans le nord. 11 degrés prévus à Reims, jusqu'à 22 sur la Côte d'Azur. Mais l'après-midi, on devrait être normalement au mois de septembre entre 23 et 26 degrés pour les moyennes. On sera bien au-dessus. 28 à Paris, 33 degrés dans le sud de la France. Et ça continue. La chaleur va véritablement s'installer à nouveau. Pas de canicule, mais toujours des valeurs bien au-delà des moyennes de saison. On retrouvera un samedi assez nuageux, mais un temps calme et plutôt stable. À l'inverse, dimanche, une perturbation va passer dans le nord avec du vent et de la pluie. Mais à partir de lundi, l'anticyclone va repousser, chasser tous les nuages. Et regardez, je ne résiste pas de vous montrer les cartes suivantes. Mardi, mercredi, plein soleil. Pour jeudi, on sera le 8 septembre. Il fera beau partout et les températures dépasseront les 30 degrés. Retrouvez la météo avec Best Western Hotels and Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. % des matchs toutes les semaines, 13 heures de direct chaque week-end. La Première Ligue 7 jours sur 7. Des rendez-vous quotidiens au plus près de l'actu foot. Pour vous accompagner, la plus belle équipe imaginable, la Dream Team SFR Sport. Avec SFR Sport 1, vivez tous les jours au rythme de la Première Ligue. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Libre. Imaginez-vous libre. En commençant par votre banque. Libre de ne payer aucun frais. Libre en fait. Libérez-vous de la banque. Essayez Boursorama Banque. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts. Chez Innocent, on est sûr d'une chose. Pour trouver, il faut chercher. Alors, pour trouver les meilleures oranges, on cherche. Enfin, pas là. Voilà. Et on ne garde que les meilleures. Innocent, et en plus, c'est bon. La vieille école? Non merci. Économisez en moyenne 234 € sur votre assurance auto avec lesfurets.com. Comparez et achetez futé. Nina et Luna, le nouveau parfum de Nina Ricci. Chez Red, voyagez l'esprit léger grâce au forfait 4G avec 15 Go à 15 € par mois. Et en ce moment, profitez d'un bonus de 5 Go par mois en Europe. Red by SFR. Moi, je n'ai plus aucun frais de tenue de compte. Et ma carte bancaire est gratuite. Du coup, j'économise 360 € en moyenne par an. Alors, grâce à Fortunéo, je me suis remis au tennis. C'est pour ça que j'aime ma banque. Et vous feriez quoi avec 360 €? Fortunéo. Et en plus, en ce moment, 80 € offerts. Et si vous faisiez un petit crochet par Ikea? Les poêles Umbar League sont en ce moment à 14,99 €. Et les bols Off-Taste à seulement 50 centimes. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Bah non. Parce qu'on ne peut pas vivre au rythme des promotions. Chez Ikea, les prix bas, c'est toute l'année. Il est 15h, bonjour à tous et bienvenue sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Bonjour Gilles. Bonjour Florence, bonjour à tous. Voici les titres à 15h. Une rentrée scolaire sous haute vigilance. Les établissements prennent des mesures de sécurité pour faire face aux menaces. Objectif, rassurer les enfants et les parents. On en parlera dans un instant avec notre invité Marcel Ruffo, pédopsychiatre. Premier déplacement en province pour Emmanuel Macron depuis sa démission. L'ex-ministre a choisi de rencontrer les agriculteurs. Il participe à la grande foire de Châlons en Champagne. On retrouvera sur place Jérémy Trottin. La France demande des résultats bureau par bureau au Gabon. Le pays est secoué depuis qu'Ali Bongo a été proclamé vainqueur de la présidentielle. 2 personnes ont été tuées. Invité le spécialiste Jean-Pierre Pont.
Et puis les Bleus de retour après leur défaite à l'Euro. Ils rencontrent l'Italie à Bari, un match amical qui n'est pas complètement sans enjeu. La rentrée scolaire est effectuée pour 12 millions d'élèves, un peu d'excitation, des rires, des larmes, parfois de l'appréhension dans certains établissements. Et puis à Nice, lieu de l'attaque du 14 juillet, le retour à l'école est très particulier, notamment dans un établissement où était scolarisé un enfant qui a perdu la vie lors de l'attentat. L'émotion était palpable. Anne-Sora Dubois sur place. La rentrée s'est effectuée ici ce matin dans cette école Madeleine supérieure de Nice, dans une ambiance évidemment très particulière, un contexte post-attentat et puis également un élève qui manquait à l'appel, un jeune garçon de 8 ans qui a été tué le 14 juillet sur la promenade des Anglais. Alors évidemment cet attentat a été dans tous les esprits, d'autant plus parce qu'il y a des nouvelles mesures de sécurité particulièrement visibles que les parents et les enfants ont découvert ensemble, les parents qui n'ont plus le droit de rentrer dans l'enceinte de l'établissement pour accompagner leurs enfants pour des raisons de sécurité, et puis également les dispositifs policiers et d'agents de sécurité privés déployés devant tous les établissements niçois. Écoutez les parents qui commentent ces dispositifs, qui les rassurent mais qui quand même réactivent chez eux le souvenir de cet attentat. Écoutez-les au micro de Florian Rivet. La boule au ventre, mais enfin rassuré par rapport au dispositif de sécurité. Mais sauf que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu la police municipale quand on amenait nos enfants à l'école. Donc du coup, c'est reprendre une vie normale, mais pas forcément normale, quoi. Il y a beaucoup de messieurs importants et apparemment beaucoup de plus sécurité beaucoup plus renforcée. Et oui, après le 14 juillet, on a eu beaucoup d'inquiétudes. Mes filles qui ont une élève qui faisait partie de leur collège qui a été malheureusement touchée par ce drame, quoi. Mais bon, la vie continue, comme on dit. Et dans la plupart des établissements niçois, d'ailleurs, des équipes de psychologues ont été mis à la disposition des élèves ou des professeurs qui pourraient en avoir besoin pour les accompagner dans cette rentrée scolaire post-attentat. La priorité pour cette rentrée, c'est donc bien sûr la sécurité, mais surtout d'accompagner les équipes pédagogiques et les élèves pour que la vie reprenne son cours le plus normalement possible. Même s'il n'y a pas de menace terroriste spécifique contre les écoles, la sécurité est donc renforcée. 3000 réservistes de la gendarmerie sont mobilisés dans le pays. Et des portiques sont également installés dans certains établissements qui en ont fait le choix. François Gapillan, Alexis Pluyette, Olivier Jouclard. Lorsqu'ils pénètrent dans le collège, ces élèves sont plus préoccupés par leur entrée en 6e que par le nouveau dispositif de sécurité. Il n'est pourtant pas anodin. Désormais, l'accès à l'établissement se fait par des portiques que l'on active grâce à un badge nominatif. Les parents approuvent. Nous, ça nous rassure. En plus, on sait que c'est un des collèges les plus sécurisés de France. Donc, non, on est contents. Ce qui déroute davantage, ce sont ces policiers postés devant le collège. Car ça aussi, c'est nouveau. En ce qui me concerne, de voir des voitures de police comme ça sur le collège, c'est quand même... on n'a pas connu ça, nous, à notre époque. Donc c'est un peu différent. Maintenant, il faut s'y faire. Faut vivre avec. C'est vrai que de voir la police, ça rassure un petit peu, mais ça inquiète beaucoup. Ça fait plus peur qu'autre chose. Ce collège de La Ciotat est l'un des 2 du département à tester le nouveau dispositif de sécurité. 11 autres suivront pour un coût total de 18 millions d'euros à l'échelle des Bouches-du-Rhône. Tous les départements de France s'adaptent à la menace terroriste. Ainsi, aux abords de cette école maternelle près d'Avignon, ce sont des gendarmes réservistes qui patrouillent, des gendarmes non professionnels qui viennent en renfort, un peu comme les pompiers volontaires, une première dans le cadre de la rentrée des classes. On sécurise l'entrée, on fait attention aussi éventuellement à la circulation des véhicules, vérifier qu'il n'y ait pas de colis suspects aussi éventuellement. On avait déjà fait un périmètre de sécurité en faisant tout le tour de l'école. De quoi apaiser des familles parfois un peu inquiètes. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu de soucis ni rien, mais bon, par les temps qui courent, il vaut mieux prévenir que guérir. La prévention passe aussi par la vidéosurveillance renforcée. La mairie a installé 4 caméras aux abords de l'école. Alors il faudra composer avec cette sécurité, mais la rentrée c'est quand même avant tout retrouver ses camarades et faire connaissance avec les enseignants. Et c'est donc parti pour une année de travail. Reportage dans une école primaire de Lille, Marine Scherer, Lionel Top et Valériane Porcher. 8h20, ouverture des portes dans cette école primaire. Les élèves et leurs parents sont déjà là, fin prêts pour la rentrée. On est très reposés, on a passé de bonnes vacances, c'est un bel été et les enfants sont ravis de reprendre l'école. Un petit peu stressé, c'est la course, mais tout va bien. Cette année, Anatole entre en CP, une grande étape, mais pas de stress pour le petit garçon, car il a tout prévu. Une trousse, une ardoise magique, une deuxième trousse.
Et si certains, comme lui, découvrent l'école, d'autres connaissent déjà et sont ravis de retrouver leurs petites habitudes. Je revois mes copains, ma maîtresse, Madame Odile qui est ma préférée maîtresse. Et justement, c'est déjà l'heure de retrouver la salle de classe. Un moment parfois difficile pour les enfants, mais aussi pour les parents qui ont un peu de mal à partir. C'est mon fils, mon 3e, donc je suis un peu moins stressée que pour les 2 premiers, mais c'est tout aussi important. À l'intérieur, après quelques hésitations sur le choix des places, la classe peut commencer. Rien de bien compliqué le premier jour de l'installation. Faire connaissance avec les fournitures, beaucoup de choses nouvelles pour eux. Et puis rester assis toute une journée pour une première année de primaire, c'est long. Alors certains restent debout et dehors pour les présentations. Un moyen de profiter encore un peu de l'été. Voilà pour ces moments choisis qu'on aime toujours regarder chaque mois de septembre de rentrée. Bonjour Marcel Ruffo, vous êtes pédopsychiatre, merci d'être avec nous. Vous allez publier le dictionnaire amoureux de l'enfant et de l'adolescent. Alors on a vu des enfants heureux, des enfants tristes. Comment les consoler? C'est pour ceux qui ont du mal à quitter un petit peu leurs parents après ces vacances. Moi, je crois qu'il faut que les parents soient ravis que les enfants aillent à l'école. D'ailleurs, ils sont ravis, puisque 100% des enfants sont scolarisés en maternelle. Donc je crois qu'il faut être fier que les enfants entrent à l'école. Et puis, il faut se séparer pour grandir. Donc c'est fondamental que les parents comprennent que rencontrer d'autres personnes, les enseignants en particulier, est une extraordinaire chance pour les enfants. Alors il y a justement les rentrées qui sont des caps, c'est l'entrée au CP, c'est l'entrée en 6e. Alors est-ce qu'on peut dire que le plus dur est passé avec cette journée qui s'est déroulée, ou est-ce que les parents vont devoir aider les enfants à gérer ce passage pendant encore quelques jours? Je crois que c'est pas le plus dur, parce que vous voyez, on se souvient tous et toutes de nos enseignants de primaire. C'est-à-dire que si on fait un effort de mémoire, qui était votre institutrice à l'époque de CE1, tac, on la voit, de CM1. Après, ça se dissout un peu au collège. Donc ça veut dire que ces journées sont tellement importantes dans la découverte du monde, avec le support des enseignants qui représentent vraiment la découverte d'ailleurs, de différences par rapport aux parents. Alors on l'a vu en début de journal, la rentrée particulière, on parle beaucoup de sécurité, on voit ces policiers, ces gendarmes, ces réservistes qui vont être encore plus régulièrement devant les établissements scolaires. Ça rassure ou ça angoisse les enfants? Alors j'ai posé la question aux enfants que je voyais avant la rentrée sur ce dispositif. Ils sont ravis. Ils sont ravis parce que, regardez dans les contes de fées, le chasseur finalement, il césarise le loup, la dévoration du chaperon rouge, on s'en sort grâce aux chasseurs. Et donc les policiers les rassurent un peu comme quand à la maison on dit, tu sais, je suis là, je te protège le soir avec les peurs de l'endormissement. Et donc les enfants participent à cet aspect sécuritaire. La sécurité les aide à travailler et les aide à aller volontiers à l'école. Alors c'est une consigne du gouvernement, il va y avoir des exercices de sécurité, de confinement qui vont être mis en place dans les établissements. Comment les présenter aux enfants, notamment aux plus jeunes, en maternelle ou en primaire? Mais je crois que on l'a vu dans vos reportages, les parents sont quand même d'accord qu'on sécurise les écoles. Écoutez, l'histoire terrible de Toulouse est à ce sens emblématique. Ce qui fait plus peur aux enfants, c'est l'histoire de Toulouse, de l'assassinat des enfants à l'école, plutôt que les dispositifs de sécurité préventifs de cette histoire. Quant aux adolescents formés au secourisme, c'est exactement ce qu'ils demandent. Mais comment pour les plus petits, faire pour faut aider présenter ça sous forme de jeu, par exemple? Jeu, mais en même temps, c'est un jeu, mais ça aussi, c'est pour de vrai. C'est-à-dire, c'est pour de rire. Certes, on s'entraîne, mais en même temps, ça peut être pour de vrai. Et les enfants ne sont pas dupes d'être entraînés à un événement qui peut être pour eux inquiétant. Donc, en fait, ce qui diminue l'inquiétude, c'est de prévoir les moments douloureux et les moments inquiétants. Donc, de faire une sorte d'apprentissage de ce qui n'arrivera pas, mais qui pourra arriver pour que les enfants aient moins peur. Alors vous nous dites des enfants plutôt rassurés par la présence policière. Il faut faire attention aussi que les parents ne transmettent pas leurs angoisses aux enfants. Sûrement, l'angoisse c'est contagieux. Et puis il y a aussi la part, malgré tout, des 15% d'enfants naturellement anxieux. C'est-à-dire ce ne sont pas des enfants pathologiques, mais qui ont des peurs. Et pour cela, il faut être un peu plus prudent, essayer d'ouvrir des ponts de dialogue. Et quand j'entendais, il y a des psychologues à disposition des écoles, Nice particulièrement, c'est aussi la possibilité pour un dispositif, pour certains enfants plus fragiles, plus vulnérables, de pouvoir parler de ce qui leur fait peur sur un état antérieur, non pas tant sur les mesures, mais sur un état antérieur qui les fragiliserait. Merci beaucoup Marcel Ruffo d'être venu sur le plateau de BFM TV. Merci à vous. Et puis François Hollande a profité de cette rentrée pour se rendre dans une école à Orléans. Le chef de l'État a défendu son bilan en matière d'éducation et a indiqué sa prochaine priorité, la réforme du lycée. Les précisions de Mathieu Kovache.
François Hollande l'a réaffirmé, la totalité des 60 000 postes promis seront créés avant la fin de son quinquennat. C'est indispensable, a dit le chef de l'État, qui en a profité pour tacler la droite en rappelant qu'avant son arrivée à l'Élysée, 80 000 postes avaient été supprimés dans l'enseignement. Alors François Hollande n'est pas entré dans le détail de ces 60 000 postes. 42 000 ont été créés à ce jour. Ce chiffre passera à 54 000 en 2017. Alors quels sont les 6 000 postes manquants? Cela fera probablement l'objet de futures annonces. Cette visite ici à Orléans dans une zone d'éducation prioritaire renforcée s'est globalement bien déroulée à un détail près. Lorsque le président a traversé la cour de l'école élémentaire qu'il a visitée ce matin, une femme l'a interpellé en lui disant « Vous n'êtes pas le bienvenu car vous stigmatisez les musulmans ». François Hollande n'a pas entendu ou il n'a pas souhaité répondre et il a poursuivi sa visite, cette dernière rentrée du quinquennat pour François Hollande. Emmanuel Macron poursuit sa route à la rencontre des Français. Il passe l'après-midi auprès des agriculteurs à la foire de Châlons en Champagne. Jérémy Trottin, vous êtes sur place pour BFM TV. Comment se passe le contact entre l'ancien ministre et les professionnels? Deux mondes bien opposés apparemment. Oui, pour le moment, Emmanuel Macron a surtout croisé des visiteurs de cette foire extrêmement populaire et rurale de Châlons en Champagne, où l'accueil est extrêmement chaleureux pour celui qui a quitté Bercy il y a maintenant 48 heures. Un accueil d'ailleurs digne d'un candidat à la présidentielle. On a déjà entendu fuser ici des Macron présidents. On a vu également l'ancien ministre faire de très nombreux selfies. Il est assailli de questions justement par ses visiteurs pour savoir s'il sera bel et bien candidat en 2017. Il prend surtout soin de ne pas répondre à cette question, assurant qu'il n'est qu'ici que pour écouter le pays et affiner son diagnostic de la France. On l'écoute. Je viens à Châlons pour rencontrer celles et ceux qui sont là, qui sont les exposants, les visiteurs, et avoir une discussion directe. Et donc, je ne suis pas là pour commenter ce que je fais ou répondre à des gens à Paris. Voilà. Et donc, c'est comprendre le pays, comprendre où nous en sommes et proposer une vision claire aux gens. Et essayer de rassembler. En réalité, Emmanuel Macron se jette bel et bien aujourd'hui dans le bain de la campagne électorale. Et il a pris soin d'ailleurs de changer quelque peu son programme ici. Il a annulé une table ronde qu'il devait avoir avec le numéro 2 du MEDEF et des entrepreneurs. Il prend soin, depuis qu'il a quitté de Bercy, de casser son image d'ami des patrons, préférant aujourd'hui finalement la terrine au 440. Jérémy Trottin en direct de Châlons en Champagne. Ouais, Jérémy Trottin le disait, l'objectif d'Emmanuel Macron semble bien 2017. Alors vous regardez cette nouvelle une de l'hebdomadaire VSD, l'hebdomadaire qui affiche Emmanuel et Brigitte Macron. Ils disent oui à l'Élysée, au moins c'est clair. Il faut dire que l'ancien ministre qui a quitté Bercy a déjà un nouveau bureau. Emmanuel Macron installe son QG de campagne au 14e étage de la Tour Montparnasse à Paris. C'est l'info BFM TV. Salia Braclia avec Clément Jean-Pierre. C'est ici au 14e étage de la Tour Montparnasse qu'Emmanuel Macron a décidé d'installer son QG de campagne, dans les anciens bureaux d'Adecco. Un plateau en travaux de 200 mètres carrés. Les travaux ont commencé la semaine dernière, bien avant la démission de l'ex-ministre. C'est Emmanuel Macron lui-même qui est venu repérer les lieux, des bureaux totalement remodelés. Donc il va y avoir un grand bureau avec petit salon, une salle de réunion, des petits bureaux, là un open space, l'accueil. Des bureaux sur mesure aménagés dès la semaine prochaine pour accueillir, réfléchir, mais surtout élaborer son futur projet. Et après le départ d'Emmanuel Macron, deux nominations, les députés, le député socialiste Christophe Sirugue et nommé secrétaire d'État à l'industrie. Souvenez-vous, c'était lui le rapporteur de la loi travail et de son côté, Axel Lemaire, en charge numérique, obtient le portefeuille de l'innovation. Il est 15h14, on va maintenant au Gabon. La capitale Libreville est bouclée par la police. Des émeutes ont éclaté. Le pays est secoué depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. La commission électorale a donné vainqueur hier Ali Bongo. 2 personnes ont été tuées lors de l'assaut contre le QG de l'opposant Jean Ping. 200 pillards ont été arrêtés, Lucien Hutin. Libreville est toujours sous tension ce jeudi. Le centre de la capitale est encore quadrillé par les forces de l'ordre, notamment près de l'Assemblée nationale incendiée, où la police a tiré du gaz lacrymogène pour empêcher les attroupements.
Les communications étant compliquées, peu d'images nous parviennent, mais les dégâts sont importants. Plusieurs bâtiments, dont le siège du journal pro-gouvernemental et des voitures, ont été brûlés. Et selon la police, les vols dans les magasins s'étendent au quartier populaire. Plus de 200 pillards ont été arrêtés depuis hier. Le QG du candidat de l'opposition pris d'assaut cette nuit est toujours bouclé. Des policiers continuaient ce matin d'arrêter des partisans de Jean Ping. Dans cet assaut, au moins 2 personnes ont été tuées cette nuit. Les violences hier ont fait aussi des blessés pris en charge dans l'hôpital de Libreville, comme le montrent ces images amateurs tournées par un partisan de Jean Ping. Face à la tension qui persiste et afin de vérifier la légitimité du scrutin, la France et l'Europe demandent la publication des résultats de tous les bureaux de vote du pays. Un peu moins de 6000 voix séparent Ali Bongo de Jean Ping. Oui, effectivement, la France demande des résultats de l'élection bureau par bureau. Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, reconnaît qu'un doute s'est installé. Le vote du peuple gabonais doit pouvoir être totalement respecté. Il faut respecter l'exigence de transparence. C'est le point de vue de la France, c'est le point de vue de l'Union européenne. C'est pourquoi nous demandons la publication des résultats bureau par bureau. Et puis, si des recours doivent être faits, des contestations doivent être engagées, elles doivent se faire par la voie juridictionnelle et par aucun autre moyen. C'est pourquoi nous appelons à l'arrêt des violences. Nous appelons tous à arrêter ces violences, quelles qu'elles soient. Et nous accueillons notre invité Jean-Pierre Pont, éditeur de La Voix de France, journal des expatriés. Alors, on a connu une nuit de violence au Gabon. La situation, alors qu'il est toujours très instable. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Des soupçons de fraude concernant ce scrutin? C'est du moins ce que dit l'opposition? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu un remake des élections. C'est un mauvais film de série B qui recommence. Les élections en 2009 s'étaient passées un peu de la même façon. L'opposant de l'époque, qui est mort depuis, a contesté les résultats et le pays s'est en partie enflammé et le gouvernement s'est durci. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer parce qu'il y a 7 ans, le président Sarkozy était au pouvoir et il avait soutenu Ali Bongo. Aujourd'hui, on demande de recompter les bulletins de vote, surtout dans le Haut-Ogooué, qui est la province dont est originaire la famille Bongo. Donc il y a un vrai souci. Est-ce qu'un recomptage des voix est possible? Est-ce que le clan Bongo va accepter cela? Ils n'ont pas le choix, ou alors il n'y a que la force qui pourra l'emporter. Et la force n'est pas exclue? Elle n'est pas exclue, c'est certain, puisqu'il y a eu des arrestations d'un ancien ministre de son père, de Omar Bongo. L'arrestation également, semble-t-il, de sa fille, qui s'appelle Chantal Bimoto, qui a eu un enfant avec Omar Bongo, donc il y a quand même des liens familiaux. Donc la situation se dégrade. Alors militairement, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on a aussi, nous, les Français, et la communauté internationale est importante. Il y a près de 15 000 Français, il y a beaucoup de Libanais, de Franco-Libanais, beaucoup d'Européens. Donc, si vous voulez, Libreville et Port-Gentil ne sont pas quand même de très grandes villes. Donc, si ça se dégrade, ça peut être dangereux également pour les étrangers. Que veulent réellement les Gabonais, puisque l'opposant à Ali Bongo, Jean Ping, dit vouloir incarner la rupture après 49 ans de dynastie Bongo, mais il a quand même largement travaillé dans cette dynastie lui aussi. Non, mais je crois que c'est vraiment la volonté de tous sauf Ali Bongo. Comme on a eu le tout sauf Sarkozy il y a quelques années, il y a une volonté de passer une étape, même si effectivement Jean Ping est un membre indirectement de la famille, parce que lui aussi a eu 2 enfants avec Pascaline Bongo, mais il a quand même une carrière internationale, il a été le patron de l'Union africaine, donc il est reconnu dans le monde entier comme un homme compétent et d'expérience. La France et l'Union européenne ont vraiment un rôle à jouer, ils pourraient jouer le rôle de médiateur par exemple? Essentiellement, bien sûr, mais même les Américains ont déjà contesté la validité du vote, donc il faut que la communauté internationale soit très ferme et qu'on aboutisse à une solution qui ne soit pas conflictuelle. Alors longtemps, la France a choisi la famille Bongo, les a choyés, les a favorisés, toutes les dérives de la France-Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, elle pourrait lâcher Bongo? C'est ce qui change aujourd'hui. Bon, ça n'a pas empêché Sassou Nguesso d'être réélu il y a très peu de temps au Congo, Brazzaville. Mais effectivement, le gouvernement français n'a pas pris parti pour le président en place, c'est certain. Merci beaucoup, Jean-Pierre Pont. Je vous en prie. Du football maintenant, avec le retour des Bleus depuis leur finale perdue à l'Euro. L'équipe de France joue ce soir en amical en Italie. L'Italie qui s'est arrêtée en quart de finale. On retrouve Florent Germain à Bari.
C'est effectivement la rentrée des classes pour l'équipe de France qui affronte l'Italie ce soir en match amical au stade Saint-Nicolas de Bari. Les Bleus qui vont rester toute la journée évidemment à leur hôtel. Moussa Sissoko est arrivé à la mi-journée en provenance de Londres. On connaît l'histoire furtive de Sissoko qui est parti hier, qui a quitté Clairefontaine pour aller rejoindre Londres, signé finalement à Tottenham, passé la nuit en Angleterre. Il est donc arrivé il y a quelques instants à l'hôtel. On rassure Moussa Sissoko, il n'a pas manqué la balade matinale, pas de balade organisée par Didier Deschamps et le staff. On se souvient que pendant l'Euro, Deschamps, le sélectionneur des Bleus, ne voulait pas effectuer de balade pour préserver l'équipe de France de la pression, de la ferveur populaire. Là, c'est une autre raison. Deschamps estime que chaque instant, chaque minute compte pour remettre un petit peu les Bleus sur pied, les remettre en forme avec cette volonté donc du staff, des kinés, d'effectuer des massages, des soins et des petits exercices de tonicité. Retrouver le rythme, retrouver la confiance, partir vers une nouvelle aventure. Voilà l'objectif numéro 1 de cette équipe de France contre l'Italie. Prenons 2 joueurs. Griezmann n'a joué qu'un match avec l'Atlético. Giroud n'a joué qu'une douzaine de minutes avec Arsenal. C'est le cas aussi en face pour l'Italie avec Verratti qui sera préservé et ne sera pas titulaire. Donc reprendre ses marques et avoir en tête évidemment les matchs qualificatifs pour les Bleus. Ce sera mardi contre la Biélorussie. Et vous pourrez suivre nos éditions spéciales à la mi-temps et dès la fin du match, bien sûr, sur BFM TV. Et grosse ambiance à Nice ce matin pour la première sortie de Mario Balotelli après son transfert. Le joueur n'a d'ailleurs pas boudé son plaisir. Lénaïque Monnier, Tristan Molineri. Concentré déjà en grande conversation avec Dante, Mario Balotelli a fait connaissance avec ses nouveaux camarades et pris ses quartiers à Nice. La star italienne, gros coup du mercato, est dans les Alpes-Maritimes pour relancer sa carrière. Et les joueurs voient déjà d'un bon œil cette arrivée. D'un côté, voilà, étonné, c'est une star on va dire, c'est une star mondiale. C'est un très grand joueur, voilà, qui vient à nos côtés. En plus, c'est un attaquant, donc je vais beaucoup apprendre de ce joueur et ça fait très plaisir qu'il vienne dans ce club. Ça va être un peu bizarre, voilà, c'est un grand joueur, voilà, je vais être, comme on dit, un peu émerveillé parce que voilà, j'avais hâte de le voir en vrai parce que je l'ai jamais vu, donc et de le voir à côté de nous, voilà, ça fait plaisir. Même son de cloche pour les supporters après le départ de Ben Arfa, l'arrivée de Super Mario est un bon palliatif. C'est un immense honneur de l'avoir dans notre club. J'espère qu'il va s'épanouir et se relancer autant que Ben Arfa a pu le faire. C'est un rêve qui se réalise. On voit un très grand joueur arriver à Nice. Et ça nous fait énormément plaisir. Après, on espère qu'il va faire une très grosse saison avec nous. Avec la trêve internationale, Mario Balotelli a le temps de se remettre dans le bain avec un immense espoir pour les supporters des Aiglons. Le voir évoluer face à l'OM le 11 septembre prochain. Et puis ces ennuis judiciaires pour Franz Beckenbauer, la légende du football allemand, est poursuivi en Suisse pour escroquerie et blanchiment. L'enquête concerne le Mondial 2006. 3 autres personnes sont poursuivies dans ce dossier. Allez, vous restez avec nous sur BFM TV. Ça y est, c'est fait. La rentrée des classes s'est bien passée. Une rentrée particulière cette année sous très haute sécurité. Et puis dans un instant, on ira aussi à Berlin où se tient le salon high-tech. On fera un bond dans le futur avec notre envoyé spécial, Anthony Morel. On va aller en cuisine. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Pour moi, la base d'une relation épanouie, c'est de partager des passions et des valeurs communes. C'est pourquoi j'ai choisi Elite Rencontre. Elite Rencontre, en amour aussi, soyez ambitieux. On essaye de trouver Marc Gasol, Calderon qui ne prend pas le shoot, la bonne défense de Tony. 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, Gasol à 3 points, c'est raté. Suivez tout le sport sur votre smartphone. Téléchargez l'application RMC Sport, plus qu'une équipe, une Dream Team. Profitez de la Celerio, la citadine aux idées larges, à partir de 7 490 €, sans condition. À la une sur BFM TV, la rentrée, c'est fait pour 12 millions d'élèves, entre joie et larmes pour certains. Une rentrée aussi avec des policiers et gendarmes à l'entrée des établissements. En raison de la menace terroriste, les mesures de sécurité se multiplient dans les écoles. On y reviendra en détail dès 15h30, Florence. Alors, il y a les élèves qui font leur rentrée, mais le monde de la high-tech aussi. La rentrée se fait à Berlin. La grand-messe de l'électronique grand public ouvre ses portes demain. Les objets connectés tiennent la vedette. On va retrouver notre envoyé spécial Anthony Morel dans la cuisine du futur.
Bienvenue dans la maison du futur. Et dans la maison du futur, il y a des écrans absolument partout, même aux endroits où on s'y attend le moins. Alors regardez, je suis tranquillement dans ma bibliothèque, j'appuie sur un bouton et tout à coup, la vitrine se transforme en télé ultra haute définition. Alors je peux même la faire bouger, hein. En fait, vous avez vu, la télé est intégrée à l'intérieur du meuble. Il n'y a plus besoin de s'encombrer à acheter une télé qui va prendre la place dans le salon. Tout est ici. Et vous allez voir que des écrans, il y en a partout ailleurs, y compris dans la cuisine. Allez, suivez-moi. Tenez, regardez par exemple cette cave à vin. Alors elle est très bien garnie, hein, évidemment à consommer avec modération, mais regardez, il a suffi que j'appuie dessus avec mon doigt pour que tout un tas d'informations s'affichent directement à la surface de la vitre. La température, le taux d'humidité. Si j'appuie, je sélectionne une bouteille, je vais avoir des informations sur le cépage. On va même me proposer un certain nombre de recettes qui pourraient aller avec tel ou tel vin. Et ces recettes, je vais aller les réaliser sous vos yeux ébahis, ou presque, sur ce plan de travail qui se trouve juste derrière moi et qui est lui aussi assez dingue. Alors plan de travail, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf qu'il y a plein de capteurs un petit peu partout. Et donc lorsque je vais prendre cette casserole, je vais la poser n'importe où. Et là, vous voyez, vous avez des plaques à induction qui suivent le mouvement de la casserole et qui vont chauffer précisément l'endroit où je l'ai posée. Et lorsque je pose cette casserole, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à l'écran, ici, vous avez une recette qui va commencer. Vous avez un grand chef qui va me donner un certain nombre de conseils. Voilà, le chef apparaît. Voilà, il a l'air content et c'est plutôt bien parce que moi je sais à peine faire chauffer les nouilles. Il va m'expliquer comment mitonner le plat que j'ai choisi. Et puis une dernière petite innovation, mais assez dingue, dans cette cuisine totalement futuriste, je vais m'installer. Ça se passe ici. Ici vous avez un micro-ondes, c'est-à-dire que je vais poser mon assiette ici, je vais prendre la cloche, je la pose par-dessus. Vous voyez, ça s'illumine et ça se met à chauffer. Et en quelques dizaines de secondes, je vais avoir une côte de bœuf. Bon, cuite au micro-ondes, c'est pas forcément idéal, mais tada, voilà, elle va être à peu près comme ça. Bon, je vais aller déguster ma bonne côte de bœuf au micro-ondes. Et puis je vous retrouve demain, d'un peu plus loin dans les allées du salon. Je veux ce micro-ondes à la maison. Caché dans la table, c'est parfait. Elle nous cuisine un beau soleil en ce moment. Hein. Elle travaille bien en ce moment, Fanny Agostini. C'est la météo. Retrouvez la météo avec Best Western Hotels & Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. Une belle décade pour le mois de septembre, 10 beaux jours on va avoir. Ah, presque 10 jours de beau temps. On va regarder justement ce qui va se passer et l'avantage que l'on a, c'est que les anticyclones, l'anticyclone des Açores, le fameux, eh bien, se reconstituent sur place continuellement au-dessus de l'Atlantique, mais plutôt sur la partie